à travers toutes les générations que j'ai connues, il y a des gens de qualité, et c'est ça en fait qui fait avancer les choses. Des gens de qualité qui sont simples, qui n'ont pas la prétention de tout connaître et tout savoir, qui ont une relation, je dirais, courtoise et amicale avec tout le monde dans l'entreprise. Et en fait, c'est ça qui fait avancer, c'est ça qui crée une équipe. Et ça va au-delà de l'homme, parce que en fait, je pense qu'on reconnaît la vitalité d'une entreprise et la force de l'entreprise quand ça continue, même quand la personne qui était peut-être le fondateur, comme a été M. Giffard, le fondateur s'en va, les choses continuent parce qu'il y a eu un élan de donner Je pense que dans nos métiers, c'est la pire des choses parce qu'on a besoin, d'abord on a besoin de contact quotidien avec les intervenants, les personnes de l'atelier, les gars de chantier. Ça, c'est important qu'on ait cette relation. Et puis après, il faut aller sur le terrain parce qu'on ne peut pas tout faire de son bureau, c'est pas possible. Donc on a besoin de ce contact. C'est important que les gens nous voient aussi parce qu'on représente, on représente l'entreprise. Donc qu'on soit directeur ou conducteur de travaux, chargé d'affaires, peu importe. Il faut qu'il y ait un contact et que les gens nous identifient à l'entreprise. Donc ça, c'est important de garder ce contact. Clairement. Et c'est ce que j'ai essayé de faire au cours de toutes ces années. La chance de faire un travail passionnant, c'est-à-dire qu'on ne fait jamais la même chose, très rarement la même chose. On a la chance de pouvoir parler avec des gens, échanger, dialoguer. Parfois aussi, c'est un peu vif, mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du travail. Mais il y a une relation qui se crée. Et ça, je pense que humainement, c'est quelque chose qui est très enrichissant. Plutôt que de rester cloisonné dans un bureau, de jamais sortir, de ne pas voir de monde, d'aller en rendez-vous de chantier, de voir même d'autres corps d'État, de concevoir certainement parfois des phases de travaux avec eux. Tout ça, ça fait partie de notre vie, quoi. Donc c'est super intéressant. Et donc franchement, moi j'ai passé 42 ans chez Giffard, j'ai pas vu le temps passer en fait. Voilà. Il faut être capable de s'adapter, de trouver des solutions, même si c'est des solutions provisoires, mais qui permettent à la personne d'être en sécurité, d'être le lieu public, d'être sécurisé. Et puis on vient achever une fois qu'on a parce qu'on n'a pas forcément tous les matériaux. Il faut être capable de faire une réparation provisoire, de faire quelque chose qui tienne, en attendant d'avoir la solution finale qui peut demander parfois des semaines, voire des mois de délai. Quand un client vous demande quelque chose, parce qu'il n'a pas d'autre solution, parce qu'il compte sur vous, parce qu'il sait que vous allez vous débrouiller, il ne faut pas le décevoir. Donc, même si on ne sait pas comment on va le faire, il faut dire oui. Et puis après, on réfléchit comment on va le faire. Et en fait, c'est ça qui crée une relation de confiance avec les gens. Et c'est ça aussi qui pousse parfois, nous-mêmes, dans nos façons d'être et notre façon de penser. Ça nous pousse parfois à trouver d'autres solutions, à trouver d'autres façons de faire, à faire d'autres rencontres. Donc ça forme un tout, c'est ça qui est important. Et on fait un métier comme le nôtre, il faut de la compétence. Alors bien sûr la compétence administrative, etc. Mais il faut aussi surtout la compétence technique. Je pense que l'ADN de Giffard, c'est quand même avant tout une entreprise qui est reconnue pour la qualité de son travail. Et ça, moi j'y suis très attaché, j'y étais très attaché, j'y suis toujours très attaché. C'est quelque chose qu'on essaie de transmettre aux personnes qui arrivent dans l'entreprise. Avoir un client, c'est bien, mais le garder, c'est encore mieux. Et on garde un client parce qu'en fait, forcément, il y a des relations qui se créent entre nous et lui, mais aussi ces relations, elles sont dues par la qualité du travail, par le service également qu'on peut rendre. Les réputations se font très vite et se défont très vite aussi. Et les bruits courent très vite. Donc on a intérêt à garder cette notion de qualité, de compétence. Une grosse partie de notre activité, c'est le marché à bon de commande, le dit marché d'entretien. Donc ça nécessite une souplesse, des interventions rapides. Et la difficulté, c'est que
on n'a pas de planning, donc on ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas tel client va peut-être nous appeler pour tel problème urgent, quelque chose qui se passe de façon accidentelle et il faut réagir tout de suite. Donc il faut être réactif et l'importance, nous interlocuteurs du client, d'être souple. Technique, puisqu'une entreprise, lorsqu'elle présente son offre de prix, doit remettre avec un mémoire technique qui présente la société dans ses grandes lignes et ensuite qui présente aussi la façon dont l'entreprise qui répond à l'appel d'offres va exécuter les travaux. Donc ça sous-entend que l'entreprise, avant de remettre un mémoire technique, a réfléchi à la façon dont elle a abordé le chantier, les contraintes, etc., comment elle y répond. Donc ce mémoire technique, dans l'absolu, permet non pas simplement de juger l'offre d'une façon économique, sous un angle économique, mais aussi sous un angle technique et de compétences techniques. Et un jour, on voudrait séparer dans les satellites les flux des passagers qui prennent l'avion et qui reviennent. Bon, ok, on va au rendez-vous avec M. Giffard, M. Giffard se déplace. Et on les explique le projet. En fait, ça consistait à poser du plexiglas dans des profilés métalliques avec toutes les structures, etc., dans tous les satellites de l'aérodrome. Et donc, on a fait quasiment les études dans le bureau de l'architecte, sur place, voir comment on va faire, etc. On a fait un proto qui a été accepté. Et pendant fin octobre à début avril, on a dû poser, je ne voudrais pas dire de bêtises, c'est quelque chose comme 5 ou 6 000 m² de plexiglas dans tous les satellites. Et là, c'était un travail monstre. Alors, on a travaillé la nuit, les week-ends, en tenant compte des contraintes, bien sûr, des compagnies, des départs d'avion, etc. Oui, parce qu'il fallait être réactif, c'était pas l'affaire de mettre les plexiglas sur 10 ans. Il fallait être réactif, on avait un timing très serré, imposé par le ministère de l'Intérieur, forcément, parce que c'est des questions de sécurité. Et on a répondu présent, on a réussi à faire le truc comme il fallait, en partant de rien, parce que forcément, personne n'avait de plan, personne ne savait pas trop comment on allait faire. On a fait ça sur place et puis voilà, on a évolué comme ça. Sur place, tout le monde était partant. Et jusqu'au bout, alors que c'était pas facile de travailler le samedi pendant 6 mois, et parfois des horaires complètement décalés, les approvisionnements se faisaient par les pistes, par les passerelles, enfin c'était compliqué, tout ça. Et il y a eu une osmose entre notre équipe à nous, les gens même de l'aéroport. Et dans le chantier, on l'a mené à bien, et voilà. Et je crois que, je sais pas si encore il reste des vestiges, parce que je sais qu'ils ont tout remodifié sur Roissy, mais pendant très longtemps, bien c'est ce qu'on a fait. Surtout à Orly, à Orly, on a fait beaucoup de choses, donc c'est vrai que quand je pars en vacances avec mes enfants, etc., ça c'est Giffard, ça c'est Giffard, ça c'est Giffard. Il n'y a pas que du Giffard, mais il y en a beaucoup quand même, donc j'espère qu'il y en aura encore au l'avenir. Il faisait beaucoup de particuliers. Dans Clamart, il y a beaucoup de petits pavillons, donc ils faisaient charpente, menuiserie, parquet, comme voilà. Après, ils avaient quelques chantiers, comme l'hôtel de la Marine, me semble-t-il, le ministère des Finances. Monsieur Giffard a développé ensuite l'entreprise en ayant beaucoup plus de chantiers. L'aéroport de Paris, bien sûr, qui a été un de ses tout premiers chantiers. L'hippodrome d'Auteuil, où l'entreprise Giffard a réalisé des travaux colossaux. Donc voilà, et puis après de fil en aiguille, on a travaillé au ministère des Armées, etc., Ville de Paris, au Conseil général, et des tas d'autres chantiers. Et Monsieur Giffard, si ma mémoire est bonne, à la fin des années 70, début 80, a décidé de transférer la production qui se faisait à la base à Clamart, dans l'atelier où il y avait les bureaux, de la transférer à Villeneuve-sur-Yonne. Et à partir de là, il a construit une usine où on faisait toute notre fabrication
plus rien n'était fait, ou quasiment plus rien n'était fait à Clamart. Il y avait une petite unité de production, mais tout se faisait à Villeneuve-sur-Yonne et ça durait jusqu'en 2014, je crois. Je pense que j'ai eu la chance dans mon parcours de rencontrer des gens de valeur. Monsieur Giffard, bien sûr, qui a été une personne qui a beaucoup compté pour moi, et puis une personne qui a développé l'entreprise. Monsieur Provost, c'était une autre expérience, et puis Monsieur Toussaint, voilà, c'était quelque chose au départ que, en tant que Giffard, on appréhendait, parce qu'être racheté par une autre entreprise, alors que Giffard, on avait l'habitude d'être autonome. Mais je pense que M. Toussaint fait preuve d'intelligence. Il a su nous donner sa confiance. Et franchement, j'ai travaillé pendant 10 ans avec lui, ça s'est toujours très bien passé. Connu 2 transitions. La première, c'était donc en 2002, lorsque M. Giffard a vendu l'entreprise à M. Pruvot, qui était donc le nouveau dirigeant. Donc pendant quelques années, M. Pruvot a modernisé l'entreprise par certaines choses. Et puis il voulait créer un département plus centré sur les travaux neufs, ou les travaux, les grands travaux, on va dire. L'avantage pour nous qui sommes essentiellement à la base des gens qui faisons du marché à bon de commande, du marché dit d'entretien, ça nous a permis de connaître un autre contexte contractuel, juridique dans ce genre de type de marché. Le marché de travaux, souvent ce sont des marchés privés, ça n'a rien à voir avec le code des marchés publics. Donc forcément ça nous fait évoluer dans nos mentalités parce qu'on n'a pas les mêmes réflexes intellectuels, économiques quand on est dans ce genre de marché. Alors ma carrière chez Giffard, j'ai pas vu le temps passer en fait. C'est positif. Alors je ne dis pas que ça a toujours été facile. On est passé par des moments aussi difficiles, lors du rachat, de la reprise, et tout ce qui a précédé aussi, tout ce qui a précédé ces événements, parce que quand on arrive dans ces situations-là, c'est parce qu'avant il s'est passé des choses. Donc ça, c'était un des moments les plus difficiles que j'ai subi chez Giffard, que j'ai vécu chez Giffard. Et vraiment de l'entreprise, et ce que j'ai beaucoup aimé chez Giffard au cours des années, mais aussi au cours des dernières, parce que l'entreprise a beaucoup changé par son personnel, parce que moi je suis un des derniers. Il y en a encore quelques-uns derrière moi, mais voilà, ça s'est renouvelé et ça s'est bien passé en fait. Ça s'est bien passé parce que voilà, les gens, je pense, se sentent bien. Il faut maintenir cet état d'esprit de convivialité, de proximité. J'ai suivi en parallèle des cours pour devenir maîtreur en menuiserie, puisqu'à l'époque, le maîtrer en menuiserie, c'était une particularité, puisqu'on devait aller au cours pendant 2 ans. Alors, soit au cours du soir, alors moi, c'était pas les cours du soir, j'avais fait qu'une année en cours du soir, sinon c'était tous les samedis, matin, de 8 à 12, pendant 2 ans, pour avoir ce qu'on appelait le CAP de maîtreur en menuiserie. C'est un engagement quand même. Voilà. Et donc, pendant 2 ans, j'étais au cours, j'étais jeune marié à l'époque, donc tous les samedis matins, j'allais au cours pendant 4 heures. Après, on a passé notre CAP de maîtreur, qui était un CAP. On était formé sur un livre qu'on appelait la série des prix de l'Académie d'architecture, qui permettait de vendre des ouvrages. Alors, c'était une excellente formation, parce que malgré que ce soit un ouvrage qui n'existe plus, il permettait aux gens, aux professionnels et aux apprentis comme moi, de savoir chiffrer un ouvrage en menuiserie, de savoir le décomposer dans l'ordre logique, et en fait de passer par toutes les stades de la fabrication et de savoir estimer un ouvrage à sa juste valeur. La machine numérique, quand j'ai commencé, ça n'existait pas. La machine qui va vous faire le débit d'un panneau qui fait 4 mètres par 2 mètres et qui va vous couper et puis qui va vous optimiser éventuellement les chutes pour savoir non, ça n'existait pas. Donc tout se faisait à la main.
Mais c'était aussi une autre époque parce que les gens n'avaient pas la même formation qu'aujourd'hui. Okay. Les jeunes qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui ont d'autres qualités. On a été des gens plus timides, plus réservés. Eux, ils ont plus d'assurance. Après, au niveau technique, il y a forcément aussi une différence. Et donc, nous, on avait des bases et des fondamentaux que n'ont pas. Oui. Et donc, ce que nous, on savait déjà en arrivant, eux, il faut qu'on leur apprenne quand ils arrivent. Bien que peut-être, je dirais, d'une façon intellectuelle, ils aient un bagage peut-être plus évolué que nous à l'époque. Avant, la prévention, la sécurité, on regardait ça avec un petit sourire en coin il y a des décennies. Autant maintenant, c'est pris très au sérieux et c'est encadré et c'est surveillé et c'est contrôlé et c'est tant mieux. Et nous, en tant que responsables de chantier, forcément, ça nous oblige, en plus de l'aspect technique du chantier à gérer, des tracas d'approvisionnement, de fabrication, etc., ça nous oblige aussi à surveiller cette partie-là, qui n'est pas négligeable, bien entendu, parce que c'est la vie des gens, c'est la santé des gens. Et ça ajoute du poids et aussi des responsabilités, parce que une entreprise, elle a besoin d'évoluer et de changer. Forcément, ça passe par les hommes, parce qu'une entreprise comme la nôtre, comme les entreprises du bâtiment, c'est une histoire d'hommes. Et je pense qu'arriver à un certain âge, alors on n'est pas vieux à 60 ans, c'est pas ce que je veux dire, mais il faut aussi donner leur chance à d'autres qui sont derrière et qui sont tout aussi qualifiés que nous, des qualités évidentes. Et je pense que la passation, elle doit se faire de façon paisible. J'aime le contact, le terrain, des projets parfois qui sortent un peu de l'ordinaire ou des choses où on ne sait pas trop comment on va faire parce qu'on nous demande un délai qui est complètement, qui nous paraît ahurissant. Comment on va faire, c'est pas possible. Puis après on réfléchit, puis on dit oui, et puis après c'est pas bien ce que j'ai dit, après on réfléchit comment on va faire. Les hommes qui vont faire ce que nous on a pensé, ce qu'on a imaginé, ce qu'on pense, c'est eux qui vont le créer, qui vont le fabriquer. Il y a certainement des choses que nous, parce qu'on n'a pas tous une formation technique poussée, on n'a pas vu, et eux ils vont nous le faire remarquer. Donc il ne faut pas prendre ça comme une injure ou comme un manque de compétences, mais voilà, on se complète en fait. Voilà. Et il faut que tout le monde se respecte. Et à partir du moment où on respecte les gens, on est respecté. Et on est respectable. Enfin moi c'est comme ça que je conçois la fonction de directeur des travaux. La compétence d'homme clé, on va dire, comme un chef d'atelier par exemple. Un chef d'atelier, c'est un personnage central qui va assurer la fabrication, l'aspect technique, la qualité du travail qui va sortir de l'atelier. Et chez Giffard, on a eu des gens de qualité remarquables par rapport à ça, des gens d'une compétence poussée, capables de faire des ouvrages comme des escaliers balancés, comme des escaliers cintrés, les coïdos, etc. Des gens vraiment qui savaient fabriquer les choses. Après, ce qui est un peu technique, un peu spécifique, où il y a la main de l'homme, où il y a une qualité de finition, ça, faut qu'on le garde pour nous. Et puis, il faut qu'on perpétue cette façon de faire, cette façon de continuer à faire de beaux ouvrages. C'est ça qu'il faut faire. Dans les ouvrages très techniques, forcément, ça enlève un peu de l'humain, bien sûr. Bien sûr, mais après, il y a des choses que la machine ne peut pas faire. Bien que les machines à commande numérique, les centres d'usinage, on fait des gros efforts. On est capable maintenant de vous sortir une main courante débrillardée dans tous les sens avec une machine numérique. Donc c'est vrai que ça a perdu un peu de son attractivité, de sa créativité, on va dire. Voilà. Mais bon.
Donc la formation, en fait, on se rend compte que, bien sûr, à l'école, elle est importante, mais en fait, on apprend vraiment notre métier sur le tas. Oui. On apprend notre métier, notamment en étant confronté au quotidien, c'est-à-dire à la difficulté des chantiers, aux difficultés techniques, au contexte également humain. Donc, en fait, tout ça, on l'apprend pas à l'école. On l'apprend directement en entreprise. Et pour ça, JFR a été une bonne école parce que on nous a toujours habitués à essayer de nous débrouiller un petit peu seuls et essayer de faire preuve d'audace et de pouvoir mener à bien malgré parfois le manque d'expérience. En tout cas, ne pas dire non, mais toujours dire oui et après bien essayer de voir comment on peut faire pour... Mais quand même, il y a des fondamentaux, la qualité du travail, le travail bien fait, la connaissance technique. J'étais très frappé, les anciens compagnons, moi quand j'étais gamin, je me rappelle, avant de faire une chose que je ne savais pas, j'allais toujours demander aux anciens, voilà, comment, moi j'ai ça à faire, comment je pense à ça, mais comment toi tu le ferais? Souvent j'avais tort forcément, c'est eux qui avaient raison. Et à chaque fois qu'ils m'ont donné un conseil, j'ai suivi le conseil et c'est eux qui avaient raison. Et quand j'avais une chose un peu compliquée à relever, j'emmenais la personne capable de m'aider. Ont été formés chez JFR, notamment au bureau, à faire des études de prix, à suivre du chantier, qui sont aujourd'hui chefs d'entreprise ou qui ont été directeurs de grosses entreprises de menuiserie en région parisienne. Donc c'est des gens que j'ai connus quand ils sont arrivés. C'était des gamins à l'époque. Ce souci de transmettre et de prendre le temps de former les gens. Et ça, c'est hyper important parce que ça donne une assise, une stabilité, une façon de travailler aussi dans les procédures, dans la technique, qui permet de ne pas toujours recommencer à zéro. Et ça donne une forme d'assurance quelque part aussi. Créer un ouvrage en partant de rien avec une forme compliquée, c'est là où le savoir-faire, l'apprentissage, le tracé, la géométrie, les perspectives, tout ça, c'est des choses, il faut les apprendre. Les associer avec un maître d'apprentissage ou alors avec un compagnon expérimenté qui va lui assurer la formation nécessaire qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on peut apprendre que sur le tas. Et chez JFR, il y a eu beaucoup qui ont commencé comme ça avec les compagnons. Parce qu'on leur a appris des choses qui étaient des fondamentaux et qui leur ont servi et qui leur servent encore aujourd'hui. Ça, je suis très content, ça c'est sûr.